1968, l'année des plus beaux gestes. Mick Jagger écrit la chanson « Sympathy for the Devil ». Les stars mondiales du football, Pelé, Franz Beckenbauer et George Best, tournent dans des clips publicitaires. L'ancienne première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, s'apprête à épouser le milliardaire grec Onassis. Les militants qui luttent contre le pouvoir en URSS et aux États-Unis ont beaucoup plus de mal à attirer l'attention du public que les stars du show business. Mais eux aussi soignent leur image. Lui, c'est Jerry Rubin, l'un des leaders du mouvement antimilitariste américain. Il a décidé d'organiser avec ses amis un grand festival de musique à Chicago, au mois d'août. C'est-à-dire au même moment où doit avoir lieu la convention du Parti démocrate pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. L'Amérique détruit nos rêves et on se bat pour les ressusciter. On est une génération de cinglés qui se disent « On va rêver pour toujours, on va se qualifier nous-mêmes de cinglés. On ne va pas être responsable et on ne va pas être rationnel. » Jerry Rubin a 30 ans. C'est moins un homme politique qu'un artiste performeur. Rubin est très populaire dans le milieu libéral américain. Il est très ami avec le poète Allen Ginsberg et le psychologue Timothy Leary. En octobre 1967, il avait organisé une marche vers le Pentagone. La police avait dispersé les manifestants. Pour fêter la nouvelle année 1968, Rubin et ses amis inventent le Yippie, le Youth International Party, qui doit lutter contre le pouvoir partout dans le monde. Mais le 13 juin, la police trouve chez Rubin 85 grammes de marijuana. Il est arrêté et passé à tabac pendant sa détention. Il est néanmoins rapidement libéré sous caution. Elle, c'est Natalia Gorbanevskaya. C'est une poétesse et une dissidente. Elle a 32 ans. Elle participe souvent à des actions de protestation à Moscou. Elle signe les pétitions de soutien aux défenseurs des droits de l'homme lorsqu'ils sont arrêtés. Natalia est enceinte. En février, elle se sent mal et se rend à la maternité. Elle y reste alitée sous observation médicale, avant d'être emmenée de force à l'hôpital psychiatrique. En URSS, on diagnostique souvent la schizophrénie latente chez les dissidents. À sa sortie de l'hôpital, elle commence à compiler la première revue clandestine du RSS, consacrée aux violations des droits de l'homme, la chronique des événements en cours. En août, Jerry Rubin arrive à Chicago. Les autorités municipales n'autorisent pas le festival de la vie. Mais des opposants à la guerre du Vietnam affluent de tout le pays. Le 23 août, Jerry Rubin et ses amis apportent un porcelet, Pegasus, dans le centre de Chicago. Ils projettent d'organiser une performance politique, présenter la candidature de l'animal à l'élection présidentielle. Au même moment, les dissidents soviétiques apprennent que les chars sont entrés en Tchécoslovaquie pour écraser les réformes démocratiques, que l'on a appelé le printemps de Prague. Natalia Gorbanevskaya et ses amis ont eux aussi leur projet de performance politique. Ils veulent organiser une manifestation sur la place rouge. La poétesse écrit sur une pancarte « Pour votre liberté et pour la nôtre », qu'elle décide de dissimuler dans la poussette de son bébé de 2 mois. Dès que Rubin commence son discours, il est interpellé par la police, avec le porcelet et 6 autres activistes. Quelques heures plus tard, ils sont libérés sous caution pour $25 chacun. Le plus célèbre poète américain, Allen Ginsberg, se joint aux manifestations à Chicago. Il participe à un meeting interdit dans un parc et lit à l'assistance les vers de William Blake. Mes veines et l'épée, vin et l'arc. Ils sont impuissants à vaincre la guerre. Seule la veuve en pleurs, l'ermite en prière, peuvent de la peur libérer le monde. Les chars marchent sur Prague, à la lumière sanglante du crépuscule. Les chars marchent sur la vérité, celle qui n'est pas un journal. Lui, c'est le plus connu des poètes soviétiques, Evgeny Evtushenko. Lorsqu'il apprend l'invasion de la Tchécoslovaquie, il envoie un télégramme de protestation à Léonid Brejnev et rédige ses vers. Le 25 août, une marche contre la guerre au Vietnam est organisée à Chicago.
Monsieur le Président, combien as-tu tué d'enfants ? Scandent les jeunes. Des heurts se produisent. Les policiers utilisent matraques et gaz lacrymogène. Quelques journalistes sont passés à tabac. Au même moment, Natalia Gorbanevskaya se rend sur la place rouge. Elle a caché ses pancartes dans la poussette avec son fils. La place grouille de touristes, mais Natalia retrouve les 7 autres participants à la manifestation, à un endroit convenu d'avance. À midi précise, les 8 manifestants s'asseyent sur le trottoir et brandissent leurs pancartes. Il s'agit d'un sit-in, comme le font aux États-Unis les antimilitaristes et ceux qui défendent les droits des Noirs. Au bout de quelques minutes, des agents du KGB se jettent sur les manifestants, les frappent et déchirent leurs pancartes. Des voitures traversent la foule jusqu'à l'endroit où ils se trouvent, et les manifestants sont embarqués les uns après les autres. Il ne reste plus que Gorbanevskaya avec sa poussette. Elle est portée à bout de bras jusqu'à la dernière voiture. « Vive la Tchécoslovaquie libre !» crie-t-elle par la fenêtre. À 100 mètres de là, au Kremlin, Léonid Brejnev réunit son gouvernement. Ils sont perplexes, car ils n'avaient pas prévu que l'armée soviétique rencontrerait une telle résistance à Prague. Le dirigeant tchécoslovaque, Alexander Dubček, est lui aussi conduit au Kremlin. On l'oblige à signer un document prévoyant l'abandon des réformes. À Chicago, la convention du Parti démocrate se poursuit. Les délégués élisent leurs candidats pour la campagne présidentielle. Hubert Humphrey, soutenu par le président Johnson. L'opposant à la guerre, Eugene McCarthy, est battu. De nombreux participants à la convention réclament du procureur général l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de ceux qui ont fomenté les troubles dans la ville de Chicago. Pendant ce temps, à Moscou, débute l'interrogation des manifestants de la place rouge. La plus jeune, Tatiana Bayeva, qui a 20 ans, dit qu'elle était là par hasard. Elle n'est accusée de rien et simplement radiée de l'université. C'est ainsi que la manifestation des 8 devient la manifestation des 7. Au moment de l'arrestation, Viktor Feinberg a pris des coups au visage. On lui a cassé les incisives. C'est pourquoi il n'est pas présenté au juge, mais envoyé immédiatement en hôpital psychiatrique pour y être interné de force. À Chicago aussi, les arrestations vont bon train. 8 personnes sont accusées d'organisation de troubles à l'ordre public. Jerry Rubin, Abby Hoffman, Tom Hayden, David Dellinger, Rennie Davis, John Froines, Lee Weiner et le leader des Black Panthers, Bobby Seale. Au tribunal, Seale insulte le juge, qui ordonne de le bâillonner. Le cas de Bobby Seale fait l'objet d'une instruction séparée, et les 8 de Chicago deviennent les Chicago 7. 1968 est l'année où le combat pour les droits de l'homme se généralise. Aux États-Unis, c'est le début de la lutte pour les droits des LGBT. Pour la première fois de l'histoire de la télévision américaine, le présentateur Phil Donahue fera l'interview d'un invité ouvertement gay. Les féministes américaines lanceront le combat contre le concours Miss America qu'elles jugent sexiste. En URSS, la bataille pour le retour des Tatars de Crimée, déportés sous Staline, prend de l'ampleur. La presse du monde entier parle des manifestants arrêtés sur la place rouge. Le père de la bombe à hydrogène, Andrei Sakharov, tente d'intercéder en leur faveur. Il appelle même le chef du KGB, Yuri Andropov. 2 des manifestants, Vadim Delaunay et Vladimir Dremluga, sont condamnés à des peines de prison. Pavel Litvinov, Larissa Bogoraz et Konstantin Babitsky sont exilés. Natalia Gorbanevskaya et Viktor Feinberg sont internés en hôpital psychiatrique. La presse soviétique ne commence à parler d'eux qu'après le verdict. 6 d'entre eux vivront jusqu'à l'effondrement de l'URSS. 4 des 7 de Chicago sont aussi condamnés à des peines de prison, quoique la cour d'appel les annule rapidement.